13h33 déjà. C'est le rendez-vous avec Serge Sauvion, c'est Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Les infirmières meurent aussi, de Charles Fredlin. Le professeur Conrad, le directeur de l'hôpital, prétend que j'aurais pu empêcher toute l'affaire. C'est vrai, peut-être. Malgré tout, je me demande comment j'aurais pu prévoir une tragédie aux conséquences aussi graves et une telle nuit de terreur à partir de quelques mots prononcés à voix basse que j'ai surpris par hasard. Si le professeur Conrad est le directeur de l'hôpital, je suis son second, c'est-à-dire que je suis sur le terrain et que c'est à moi qu'incombent réellement toutes les responsabilités. Depuis le Vietnam, où j'assumais la fonction désespérante de médecin en première ligne, je souffre de migraines chroniques. Oh, je ne me plains pas, ça aurait pu être pire, si vous voyez ce que je veux dire. N'empêche que je me suis aménagé un coin migraine dans une petite pièce qui sert de débarras à côté de la salle de physiothérapie. Un endroit discret, reculé et sombre à souhait. Surtout en service de nuit. Cette nuit-là, un orage violent éclate et l'orage est chez moi synonyme de migraine. Il n'y a pas d'urgence, les services sont calmes. J'en profite donc pour aller m'étendre dans mon repère. Allongé sur ma chaise longue, je m'enfonce dans une bienheureuse torpeur quand j'entends les pas rapides et le bruissement amidonné reconnaissable entre mille. Des infirmières en déplacement. Elles entrent dans la pièce à côté et se mettent à chuchoter comme de jolies sorcières sur la lande. « Tu es sûr qu'on pourra voir Norma ?» Ah, je reconnais la voix de Mademoiselle Kirk, l'infirmière chef de l'économa. « Bien sûr, sans problème. Mais est-ce que ça n'est pas aller un peu loin, Kirk ?» s'inquiète une seconde voix. « Oh, mais tout ça, c'est pour rire. C'est pour faire une farce. D'ailleurs, tu te rappelles quand elle a mis une araignée dans mon lit ?» Il y a un moment de silence. Mon indiscrétion involontaire me met quand même mal à l'aise. Aussi, je ne fais aucun mouvement qui trahirait ma présence. La conversation secrète reprend. « Bon, d'accord, Kirk, je suis avec toi. Mais j'espère que tu sais ce que tu fais. Oui, n'aie pas peur. » Elle se disperse et se dirige vers la porte quand une troisième voix murmure « En tous les cas, moi, j'en suis pas. Bon, d'accord, Phyllis, on agira sans toi. » Elles s'en vont et je n'en entends pas davantage. La petite mademoiselle Kirk. Je ne devais plus jamais entendre sa voix. Plus jamais. Une sieste plus tard et ma migraine atténuée, je quitte mon repère et je vais trouver Shelley du service des urgences. « Salut, Dan, rien de neuf depuis tout à l'heure ?»« À part l'orage et votre sieste, docteur, rien d'extraordinaire. »« Bon, dites-moi, Dan, ça vous dirait une petite partie d'échecs ?»« Ah ben, j'allais vous le proposer, docteur. » dit-il en se levant lourdement. Nous longeons le couloir de la salle numéro 8 quand nous croisons 4 infirmières. Oh, je ne me rappelle que trop les détails de cette fin de nuit tragique. Les 4 infirmières viennent du hall et poussent une chaise roulante. Mademoiselle Kirk fait partie du groupe. C'est d'ailleurs elle qui pousse la chaise roulante dans laquelle est assise Norma Warden du service opératoire. Norma, hagarde, les cheveux en désordre. Norma, secouée de tremblements, les pupilles dilatées, le souffle saccadé, court. « Mais que se passe-t-il, mesdemoiselles ?» Mademoiselle Kirk, pâle comme une morte, se contente de secouer la tête sans pouvoir dire un mot. Les 2 autres infirmières ne valent guère mieux. Un quatuor de fantômes vomis par l'orage. Je me penche sur Norma. Sous sa peau glacée, son pouls bat la chamade.
Je lance un coup d'œil interrogateur à mademoiselle Kirk. La pauvre hoche encore une fois ou deux la tête et s'évanouit. C'est alors que je remarque qu'elle et Norma sont en pyjama, tandis que les deux autres sont en tenue de ville. Je me retourne vers Dan Shelley. Il est déjà au bout du couloir pour activer le service des urgences. Mais bon sang, que se passe-t-il, mesdemoiselles? Je veux une réponse. Ah, docteur... Bafouille une grande blonde en tailleur classique. Et c'est tout ce qu'elle peut dire. Shelley revient avec son personnel de choc. Nous prenons les choses en main. Je me retourne vers les deux infirmières au moment où elles entrent dans l'ascenseur. Un détail me saute aux yeux. La blonde en tailleur classique balance un grand sac en perles de bois à bout de bras. Malgré le sérieux de la situation, ça me choque un peu. Exactement comme de porter une chemise écossaise sous un smoking. On se fait parfois de ces réflexions, je vous jure. En fait, il s'est avéré par la suite que cette réflexion n'était pas si idiote que ça. Quand le jour se lève, je regarde Dan Shelley verser de l'eau froide dans une éprouvette et la faire bouillir sur le bec benzène. C'est ce qu'il appelle préparer le kawa façon toubib. Mon vieux Dan, il s'agit, à n'en pas douter, d'un syndrome de choc très grave. Surtout dans le cas de Norma. Et puis, il y a un truc bizarre. Avez-vous remarqué les différents degrés de choc chez ces 4 filles? Norma, qui était dans la chaise roulante, était pour ainsi dire dans le coma. La petite Kirk, qui s'est évanouie, présente le degré suivant. Quant aux deux autres, celles qui sont parties, elles étaient simplement secouées. Et alors, docteur? Mon opinion est que ces jeunes femmes ont eu une peur presque mortelle. Je l'ai. Et je ne crois pas si bien dire. Car à 7 heures du matin, Norma meurt. Et Edith Kirk tombe en état de catalepsie. À croire qu'en cette nuit d'orage, elles ont vu un fantôme. Mais les fantômes n'existent pas, c'est bien connu. Alors, qu'ont-elles vu en réalité? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Le professeur Conrad, le directeur, m'a toujours fait penser à un cocker. Il vous considère d'un œil triste, son vieux visage plissé, encadré de 2 grandes oreilles qui pendent de chaque côté. On m'a dit que vous étiez présent hier soir, Alex, quand cette navrante histoire a commencé. En effet, j'y étais, professeur. Savez-vous que mademoiselle Heron et mademoiselle Demaras ont donné leur démission sans préavis cette nuit? Attendez, professeur, vous voulez parler de ces 2 infirmières, là? Précisément, Alex, précisément. Pouvez-vous m'expliquer ce qui a bien pu se produire? Tout ce que je peux vous dire, professeur, c'est que elles ont eu une peur bleue. Quoi, une peur bleue ici, à l'hôpital? Oui, à l'hôpital, professeur. De la terreur à l'état pur, j'en mettrais ma tête à couper. Et soudain, insidieusement, la conversation que j'ai surprise la veille me revient par bribes. Tu es sûr qu'on pourra voir Norma? Mais sans problème. Dis, est-ce que c'est pas aller un peu loin? Sous ce jour nouveau, ces chuchotements anodins me font frissonner. Mais je décide de ne rien dire pour l'instant au professeur Conrad. En tous les cas, pas avant de plus amples renseignements. Je prends congé de lui. Sur le chemin du labo, je me souviens d'autre chose. Les dernières paroles de mademoiselle Kirk. D'accord, Phyllis, on agira sans toi. Je téléphone à M. O'Neill, le chef du personnel, pour savoir s'il n'y a pas une Phyllis parmi les 2 démissionnaires de la veille. À peine ai-je raccroché que mon poste de téléphone sonne. Le professeur Conrad. Une chose me chiffonne, Alex. Je voudrais votre avis. Pensez-vous que nous devrions appeler la police? Grave question. Je réfléchis un moment. La question est grave. Elle mérite réflexion. Non, professeur, je pense que non. De toute manière, pas tout de suite. Inutile de donner une publicité navrante à l'établissement. Vous en êtes certain, Alex?
Écoutez, professeur, je suis médecin, pas flic. Tout ce que je peux vous dire est que Norma est morte d'un infarctus. Et en général, on assassine autrement que par infarctus. Alex, vous oubliez de préciser que cet infarctus a été provoqué par la terreur. Oui, j'ai effectivement oublié de le préciser, professeur. Effectivement. Alex, ne pensez-vous pas que la police devrait examiner le foyer des infirmières de fond en comble? Oui, bien sûr, professeur. C'est un autre aspect du problème. J'avoue que c'est un angle sous lequel je n'avais pas envisagé la question. Eh bien, moi, si, Alex. Je ne tiens pas à provoquer des bavardages malveillants sur l'hôpital. Professeur, s'il vous plaît, accordons-nous 24 heures. La nuit porte conseil. Bonne nuit, professeur. Et je raccroche. Je me lève et je me sers un fond de whisky de ma réserve personnelle. Mon intuition me dit qu'une fouille en règle du quartier des infirmières serait vaine. Non, je pense que la réponse se trouve dans leur tête et non dans leur armoire. J'hésite devant un second verre de whisky quand M. O'Neill, le chef du personnel, me téléphone. Alex, il n'y a pas de Phyllis parmi les fugueuses. En revanche, il y a une Phyllis Minetti qui les connaît très très bien. Vous voulez ses coordonnées? Cette question. J'ai déjà vu plusieurs fois Phyllis Minetti, la petite infirmière, dans la salle 3. C'est une petite blonde potelée. Je la reconnais immédiatement quand elle entre dans le labo une demi-heure plus tard. Excusez-moi de vous avoir dérangé chez vous, mademoiselle Minetti. C'est gentil de votre part d'être venue. Oh, je me doute de ce dont il s'agit, docteur. Ah bon? Oui, l'histoire de Norma et des autres. C'est ça? C'est ça, mademoiselle Minetti. Dites-moi, avez-vous une idée de ce qui s'est réellement passé? Non, docteur, non, pas la moindre. Ah, c'est curieux, mademoiselle Minetti. Pourtant, hier, vous êtes entrée dans le débarras à côté de la salle de physiothérapie avec au moins 2 autres infirmières. Vous vous rappelez? Si sa surprise est évidente, elle ne manifeste aucune émotion. Vous nous avez vus, docteur? Non, je ne vous espionnais pas, croyez-moi, mademoiselle. Je me reposais sur une chaise longue. Puisque vous y étiez, docteur, vous devriez savoir que je n'ai rien à voir avec cette histoire de main. Là, vous voyez, j'aurais dû être plus attentif à sa réponse, car je me contente de dire... Oui, je sais bien, je l'ai entendu, mademoiselle, mais vous pourriez peut-être m'éclairer davantage. Je refuse d'être impliqué dans cette sale histoire, docteur. Non, enfin, mademoiselle, ça n'est pas un roman policier, voyons. N'empêche que Norma est morte et que Kirk a perdu l'esprit apparemment pour toujours. Quant aux 2 autres... Vous voyez dans quelle situation ça nous met. Mademoiselle Minetti, je suis presque certain qu'il s'agit d'une farce, une espèce de farce idiote qui a mal tourné. Kirk n'a-t-elle pas parlé d'araignée glissée dans son lit? Vos 2 autres amis ont vraisemblablement été pris à leur propre piège. Un fameux piège, d'ailleurs. Mademoiselle Minetti secoue la tête obstinément. Pourquoi s'adresser à moi, docteur? Vous savez que je n'y suis pour rien. Demandez plutôt à Rose Desmarais ou à Marjorie Hahn. Elles y étaient, elles. Bon. Très bien, mademoiselle. Merci d'être venue me voir. Bonsoir. Tard dans la soirée, je vais avec Shelley rendre visite à mademoiselle Kirk. Il n'y a, hélas, aucun changement. Elle est bel et bien en train de perdre l'esprit... définitivement. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui a pu leur inspirer une telle trouille? C'est dans la salle de repos des chirurgiens où nous nous sommes arrêtés pour bavarder que je comprends soudain. C'est comme si j'étais frappé par la foudre. Sans le savoir, Phyllis Minetti m'a donné l'explication. Je n'ai rien à voir avec cette histoire de main. Au mur de la salle est épinglé le programme des opérations chirurgicales communiquées à la date d'hier. Sinus pilodinal, Dr. Scheer 9 heures. Laparatomie pour sondage, Dr. Hauser 11 heures. Amputation de la main, Dr. Moran 14 heures. En lisant machinalement la dernière intervention, je me souviens, par Dieu sait quel rapprochement, du sac en perles de bois que la grande blonde en tailleur classique balançait à bout de bras. Et automatiquement,
Les mots de Phyllis Minetti me reviennent. Je n'ai rien à voir avec cette histoire de main. Bon Dieu, la main était dans le sac. Ces demoiselles se sont d'une manière ou d'une autre procuré cette main pour faire une farce, si j'ose dire, à la pauvre Norma. Le diligent M. O'Neill parvient à joindre la grande blonde au sac, Rose de Maras. Elle s'est réfugiée dans sa famille à Parangon Falls. Je lui demande de venir me voir à l'hôpital le plus vite possible. Bien évidemment, comme je m'y attendais, elle refuse. Finalement, après avoir eu recours aux menaces, elle accepte un entretien. Et alors, mademoiselle de Maras, je vous écoute. La pauvre fille est au bord des larmes. Oh, si on avait su, docteur, mon Dieu, si on avait su. Ce qui est fait, mademoiselle de Maras. Allez, je vous écoute, racontez-moi tout ça. Kirk et Norma n'arrêtaient pas de se jouer des tours, docteur. Oh, ça remonte à loin, ça remonte à leurs études. Dernièrement, Norma avait trouvé drôle de glisser une araignée dans le lit de Kirk. Évidemment, des représailles s'imposaient, n'est-ce pas? J'étais en salle d'opération au cours de l'amputation de la main, mais au lieu de porter la main en biopsie, comme j'aurais dû, je l'ai donnée à Kirk. Ce soir-là, Kirk et Norma sont allés se laver les cheveux. C'est pour ça qu'elles étaient en pyjama. Kirk a attendu que Norma s'en aille pour aller glisser la main amputée sur son oreiller. Il y avait un orage terrible ce soir-là, docteur. Les éclairs se succédaient sans arrêt. Kirk a trouvé drôle d'enlever l'ampoule de la chambre et celle de la table de chevet pour que la main soit éclairée par les éclairs de l'orage. Nous étions cachés dans la chambre en face. Nous regardions par la porte entr'ouverte. Norma est entrée dans sa chambre. Nous avons entendu le déclic du commutateur. Et puis, tout à coup, un hurlement horrible. Horrible, docteur. Nous sommes sortis immédiatement. Kirk a ouvert la porte de Norma. Et puis, elle a hurlé à son tour et elle s'est évanouie, mon Dieu. C'était horrible, docteur, horrible. La main bougeait sur l'oreiller. Comme une araignée. Elle bougeait. Elle bougeait. Allons, calmez-vous, mademoiselle de Maras. Et écoutez-moi bien. La main ne bougeait pas, elle ne pouvait pas bouger. Ce sont les éclairs de l'orage qui vous ont donné cette horrible impression. Mais mademoiselle de Maras ne m'écoutait déjà plus. Elle venait de pénétrer à son tour dans l'univers de la folie. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, les infirmières meurent aussi de Charles Frayling.